Si, comme moi, vous avez regardé la première saison de Stranger Things du Hansel Threat, vous connaissez certainement ceci. C'est un bébé démon gorgon, pas vrai? Bien sûr, il y a une explication parfaitement logique à l'existence de cette créature sérieusement dégoûtante. Mais pour le savoir, vous allez devoir rester dans les parages. Alors, prenez du popcorn, votre plus beau chapeau et accrochez-vous pour cet épisode de l'Ultime Fact Show, l'émission de faits divers. Un escargot s'est réveillé après avoir été collé pendant 5 ans à une carte de musée. Certains animaux ont perfectionné l'art de faire le mort pour se protéger des prédateurs avides. Mais que se passe-t-il quand la comédie va trop loin? Eh bien, dans le cas d'un escargot très malheureux, vous pourriez finir par être ramassé et collé sur une carte de musée pendant les 5 prochaines années. C'est vrai. En 1846, les autorités du British Museum ont collé ce qu'elles pensaient être un escargot décédé sur un morceau de carton pour une exposition. L'escargot en question, anciennement connu sous le nom de l'espèce Helix desertorum, avait été collecté par Charles Lambeskyr qu'il avait trouvé dans le désert égyptien en mars 1846 avant d'en faire don au musée. Supposant que l'escargot avait simplement péri pendant le transport, les destinataires l'ont collé sur une carte d'exposition en carton. Pendant 5 longues années, personne n'a su que l'escargot catatonique du British Museum s'était simplement retiré de sa coquille dans un profond sommeil. Jusqu'au jour où les conservateurs ont remarqué quelque chose d'étrange en nettoyant l'exposition. La coquille de l'escargot semblait avoir légèrement bougé, et une traînée suspecte de base irisée la suivait. Ils ont alors retiré le spécimen de la carte et ont décidé de le baigner. En quelques minutes, l'escargot a réagi à l'humidité et a sorti sa tête pour examiner son nouvel environnement. On pourrait imaginer que le fait de se réveiller dans un musée britannique après 5 ans de sommeil ininterrompu soit un choc pour le système. Mais l'escargot ne semblait pas s'en soucier outre mesure. Après avoir été nourri avec du chou, il s'est endormi pour 2 autres années. Quelle légende! Pourquoi un petit grain de poussière dans l'œil fait-il si mal? Le monde est rempli de choses qui peuvent nous faire souffrir. Mais parfois ce sont les plus petites choses qui font le plus mal. Comme recevoir un petit grain de poussière dans l'œil. Nous sommes tous passés par là, d'abord l'inconfort familier d'un petit intrus à la surface de votre globe oculaire, puis le regret immédiat de frotter ce mauvais garçon et de ressentir une douleur fulgurante, suivie d'une rougeur. Avant même de s'en rendre compte, des larmes coulent sur vos joues. Mais comment une chose apparemment insignifiante peut-elle causer autant de mal? Tout est lié à la façon dont votre œil fonctionne. La couche externe transparente de votre globe oculaire qui recouvre l'iris et la pupille s'appelle la cornée et comporte de nombreuses terminaisons nerveuses. Lorsque vous recevez un grain de poussière dans l'œil et que vous essayez de régler le problème en le frottant, vous ne faites que déplacer la poussière contre la délicate cornée, ce qui rend la douleur encore plus insupportable. Pire encore, vous pourriez même finir par incruster le corps étranger à l'intérieur de la cornée. Cela pourrait entraîner toute une série de problèmes de vision, car la cornée représente environ 2/3 de la puissance optique totale de l'œil. La meilleure chose à faire est donc de cligner des yeux pour déloger le corps étranger. En cas d'échec, vous pouvez également essayer de vous rincer les yeux à l'eau froide, mais quoi que vous fassiez, ne frottez pas, vous voilà prévenu. Je n'aime pas me vanter, mais j'ai l'impression de donner ici de sérieux conseils pour sauver des vies. Si vous voulez vous assurer d'être au taquet avec le contenu le plus incroyable du net, vous devriez prendre une seconde et appuyer sur ces boutons j'aime et s'abonner. Et vous assurer que les notifications soient activées aussi. Vos yeux vous remercieront la prochaine fois qu'une saleté s'y infiltrera. Où sont tous les bébés pigeons? Qu'est-ce que la réalité? Avons-nous un libre arbitre? Les fantômes sont-ils réels? Ce sont des plus grandes questions de la vie. Mais il y a une question brûlante qui est trop souvent omise de la liste. Où sont tous les bébés pigeons? Ce n'est un secret pour personne qu'il y ait beaucoup de pigeons dans les grandes villes du monde, ce qui signifie qu'il doit bien y avoir des bébés pigeons. Mais posez-vous la question suivante. Quand en avez-vous eu un pour la dernière fois? Cela confirme-t-il la théorie selon laquelle les pigeons ne sont que des machines conçues par le gouvernement pour nous espionner? Ou peut-être se reproduisent-ils spontanément dans un nuage de plumes? Malheureusement, la réalité est bien moins excitante. Mais au moins ça vous aidera à dormir la nuit. Les bébés pigeons sont appelés pigeonneaux, et la raison pour laquelle vous ne les voyez jamais est qu'ils sont bien cachés. Les pigeons, également connus sous le nom de colombes de roche, construisent leurs nids dans des endroits qui imitent les grottes et les falaises que leurs ancêtres utilisaient en Méditerranée. Dans des endroits comme la ville de New York, ils construisent leurs nids dans des endroits protégés comme des rebords de fenêtres,
des toits sous les ponts ou dans d'autres endroits artificiels ressemblant à des falaises. Une autre raison pour laquelle il est peu probable que vous voyez un pigeon est que ceux-ci ne restent dans leur nid que pendant 4 à 6 semaines avant d'atteindre la taille adulte. C'est probablement une bonne chose que nous ne voyons pas de bébés pigeons, car ils sont en fait assez répugnants. Ils sont en quelque sorte semi-transparents, roses et poilus. C'est peut-être pour cela que leurs parents vomissent littéralement leur nourriture pour les nourrir. Pourquoi voyons-nous des monstres dans le miroir ? Vous est-il déjà arrivé de vous regarder si longtemps dans le miroir que vous commencez à voir un démon terrifiant qui vous fixe ? Pour élucider ces apparitions macabres, le docteur Caputo de l'université d'Urbino a mené en 2010 une étude dans laquelle il a demandé à des participants de se regarder dans un miroir sous un éclairage tamisé pendant 10 minutes. À la fin de de l'étude, 66% des participants ont déclaré avoir vu d'énormes déformations de leur visage. 28% ont vu une personne inconnue et 48% ont vu des êtres fantastiques et monstrueux. Mais pourquoi voyons-nous des monstres imaginaires dans le miroir ? Tout se résume à ce que l'on appelle le traitement sélectif. En fait, votre cerveau ne peut traiter qu'un certain nombre d'informations à la fois. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous ne remarquez probablement pas la sensation des vêtements sur votre peau ou le rythme de votre respiration, car votre cerveau ne prête pas attention à certains stimuli qu'il ne considère pas comme importants. On peut donc dire la même chose de votre sens de la vue. Lorsqu'il est confronté à une multitude de stimulations visuelles, votre cerveau fait tout simplement abstraction des parties non pertinentes. Ce phénomène appelé effet Troxler a été découvert en 1804 par le médecin et philosophe Ignaz Troxler. Si vous fixez vos propres yeux trop longtemps dans le miroir, il est possible que d'autres parties du visage fondent et se fondent dans le miroir, vous donnant une apparence terrifiante. Pire encore, votre cerveau aime remplacer des éléments qu'il ne connaît pas par des éléments qu'il peut connaître, même s'ils sont effrayants. Cela signifie que votre visage mutilé et déformé peut facilement se transformer en un monstre, que vous ayez vu dans un film ou qui est resté enfermé dans des catacombes de votre mémoire. Merci beaucoup, cher cerveau. Après avoir regardé cette vidéo, pourquoi ne pas tamiser les lumières de la salle de bain et tenter cette petite expérience psychologique ? Si vous êtes assez courageux, bien sûr. Qu'avez-vous vu ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, revenons à la frénésie de nos faits. Pythagore détestait tellement les haricots qu'il en est mort. Pythagore n'était pas seulement un philosophe de la Grèce antique, il était aussi l'un des plus grands détracteurs de la consommation de haricots. Et je veux pas dire seulement qu'il n'était pas son accoutrement préféré à l'heure du dîner. Pythagore était un végétarien convaincu, mais il s'abstenait de manger des haricots parce qu'il croyait que les humains et les haricots avaient la même origine. Pour prouver sa théorie, il a mené une expérience simple. Il enterra une poignée de haricots dans la boue, les récupéra quelques semaines plus tard, puisqu'ils ressemblaient énormément à des fœtus humains. Selon Pythagore, manger une fève reviendrait à manger de la chair humaine. La solution était simple, il évitait les haricots à vie, et interdisait même à ses disciples d'en consommer ou de les toucher. On raconte même que Pythagore a surpris un bœuf en train de manger des haricots dans un pâturage ensoleillé de la région de Tarentum, dans le sud de l'Italie. Après avoir informé les bergers effrayés que le bœuf devait être arrêté, Pythagore a traversé le champ boueux et a murmuré à l'oreille du bœuf. Selon les bergers, qui étaient fous de rire, Pythagore avait convaincu le bœuf de ne plus jamais vouloir de haricots. Et bien sûr, le bœuf continua à suivre un régime sans haricots et vécut bien au-delà de l'âge d'un bœuf ordinaire. Tout cela semble plutôt inoffensif, mais la version de Pythagore pour les haricots a en fait entraîné sa chute fatale. L'histoire raconte que Pythagore était poursuivi par une foule de citadins en colère lorsqu'il s'arrêta soudainement. Un vaste champ de haricots s'étendait devant lui. Ne voulant pas piétiner les haricots, ses poursuivants l'ont rattrapé et ont répandu son sang sur les plantes, mettant ainsi fin à sa vie au nom d'un simple haricot. Il y a un oiseau qui vomit de l'huile. Il existe des tactiques de défense assez étranges dans le règne animal, mais aucune n'est aussi dégoûtante que celle d'un poussin fulmar. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, cet adorable poussin duveteux vomit littéralement pour se défendre. Mais il y a pire, ce n'est pas n'importe quel vomi, c'est de l'huile d'estomac. Lorsqu'ils se sentent menacés, ces poussins oiseaux de mer ont appris à cracher un flot d'huile digestive orange vif, collante et malodorante jusqu'à une distance de 1,80 m. Et si vous êtes un oiseau prédateur, être aspergé d'huile gastrique n'est pas seulement répugnant, c'est aussi mortel. Voyez-vous, cette huile gluante colle les plumes du prédateur et l'empêche de voler. Les choses vont de mal en pis lorsque l'oiseau attaquant se rend dans l'océan pour se débarrasser de l'huile, mais constate qu'il a perdu sa flottabilité et se noie.
En effet, l'huile interfère avec le mécanisme de verrouillage des barbes des plumes et déplace l'air isolant qui est généralement piégé contre la peau, ce qui entraîne une hypothermie, une incapacité à voler et une perte de flottabilité. L'odeur du vomi sert également d'avertissement aux parents de l'oisillon, qui s'approcheront prudemment du nid au cas où le prédateur serait encore à l'affût. Apparemment, même les poussins qui n'ont pas encore éclos peuvent faire jaillir le liquide par un trou dans leur coquille d'œuf. Voilà un tour pour agrémenter toute fête. Pourquoi les pingouins ne peuvent-ils pas voler ? Quelque part sur le chemin chaotique de l'évolution, il est devenu évident que les pingouins n'étaient tout simplement pas destinés au ciel. Comme la plupart des oiseaux, les pingouins doivent parcourir un long chemin entre leurs zones d'alimentation et de reproduction. Mais au lieu de voler, ils nagent. En fait, certains de ces oiseaux arctiques passent jusqu'à 75% de leur vie dans l'eau et peuvent nager à des vitesses de 24 à 44 km/h. Mais les biologistes se demandent pourquoi ils n'ont pas gardé la capacité de voler alors que leurs capacités de nage et de plongée ont évolué. Pour tenter de résoudre cette énigme, une étude menée par des biologistes de l'université de Manitoba à Winnipeg au Canada en 2013 a examiné les espèces d'oiseaux de mer qui ont encore une certaine capacité à voler. Il s'agissait du cormoran pélagique qui se propulse sous l'eau à l'aide de pattes palmées et du guillemot de Brunick qui bat des ailes sous l'eau pour nager. Ils ont marqué les oiseaux avec des enregistreurs qui mesuraient le temps de leur plongée ainsi que la profondeur et la température et ont utilisé les résultats pour calculer la quantité d'énergie dépensée par les oiseaux pour plonger et voler. L'équipe a comparé ces résultats à ceux qui avaient déjà été recueillis pour des oiseaux tels que les oies et les pingouins et a constaté que les cormorans et les guillemots devaient dépenser des quantités d'énergie extrêmement importantes pour voler, les plus élevées parmi tous les oiseaux volants connus. Cette étude a montré que ces oiseaux se trouvent à un tournant de l'évolution. Leurs ailes étant encore conçues pour le vol, ils peuvent créer une résistance suffisante sous l'eau, tandis que leur corps est juste assez léger pour leur permettre de décoller et de se refroidir plus rapidement que celui des manchots plus volumineux. Pour améliorer leur capacité de plonger, les oiseaux devraient réduire leurs ailes et devenir plus grands, ce qui est exactement ce qui est arrivé aux pingouins au fil du temps. En fait, un oiseau doit décider dans quel domaine il veut être bon. Plonger ou voler, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'où viennent les anguilles ? Aristote pensait que les anguilles émergeaient spontanément de la boue et de l'eau de pluie. Les anciens Égyptiens pensaient qu'elles étaient fabriquées par le soleil qui réchauffait le Nil. Au printemps 1876, un jeune homme de 19 ans a passé d'innombrables après-midi à récupérer des anguilles fraîchement pêchées dans la ville balnéaire de Trieste et à les disséquer dans l'espoir de percer le mystère de leur origine. Cet homme, c'était Sigmund Freud. Bien qu'il ait suivi ses questions sur l'évolution dans d'autres directions avant d'arriver au fond du problème. 2 ans avant l'arrivée de Freud à Trieste, le biologiste allemand Mark Schultz déclarait sur son lit de mort qu'il quitterait un monde où toutes les questions importantes étaient désormais réglées, sauf celle de l'anguille. En 1904, le chercheur danois Johannes Schmidt a recherché des larves d'anguilles dans les océans et a conclu que leur lieu de reproduction était en mer des Sargasses. Au cours du siècle dernier, un consensus s'est formé sur le fait que les anguilles américaines et européennes parcouraient des milliers de kilomètres à travers l'océan pour frayer dans les conditions conductrices de ce vaste océan. L'histoire raconte qu'après avoir atteint leur maturité, les anguilles quittent les côtes d'Europe ou d'Amérique du Nord pour la mer de Sargasse et se livrent à la panmixie, c'est-à-dire que les individus s'accouplent entre eux de manière aléatoire. Les larves qui en résultent deviennent des anguilles de verre transparentes et font le voyage de retour pour passer leur vie dans les estuaires des rivières des continents respectifs avant que le cycle ne se poursuive. L'explication semble solide, mais la vérité est que ces créatures marines glissantes n'ont pas été observées en train de se reproduire dans la mer de Sargasse ou ailleurs, ce qui signifie que leur migration reste un mystère total. Si vous voulez mon avis, tout ceci n'est qu'une affaire d'extraterrestres. Les montagnes russes ont été inventées pour détourner les Américains du péché. Rien ne vaut le frisson des montagnes russes. Mais ce ne sont pas les coups de pied qui ont motivé l'invention du tout premier Grand 8, mais l'immoralité. Dans les années 1800, le Marcus Thompson, homme d'affaires prospère spécialisé dans la bonneterie, ne pouvait que constater que les Américains étaient tentés par des lieux hédonistes comme les saloons, les salles de danse et les bordels. Thompson n'était pas seulement un homme très riche, mais aussi un homme intensément religieux. Et il a décidé de prendre sur lui de résoudre l'obsession émergente des Américains pour le péché. Lors d'un voyage de plaisance dans la ville au nom étrange de Moshunk, en Pennsylvanie, il a rencontré des gens qui s'amusaient sur un ancien chemin de fer minier. Ce chemin de fer transportait autrefois du charbon jusqu'au quai voisin de la rivière Lehigh et aux aciéries de Bethléem.
Mais il avait été transformé en lieu de vacances lorsque les mines de charbon ont commencé à disparaître. Les touristes payaient $1 pour une balade de 80 minutes sur le chemin de fer désaffecté, qui comprenait une chute palpitante de plus de 183 mètres, qui était en réalité plus une pente selon les normes modernes. Thomson a dessiné les plans d'une version plus petite du chemin de fer à aiguille et les premières montagnes russes de Thomson ont été construites au printemps 1884 dans l'endroit le plus immoral que l'on ait pu imaginer, Coney Island, la ville de New York. Son invention devait inciter les gens à quitter les bordels et les tavernes pour prendre l'air et permettre aux familles de se retrouver. Comme nous le savons, les montagnes russes ont été un succès et le reste appartient à l'histoire. Cette créature ressemble à un bébé démon-gorgon. Vous vous souvenez de cette adorable petite créature? Ce que vous voyez ici n'est pas vraiment une progéniture extraterrestre, c'est juste un poussin qui vient d'éclore et qui se nourrit à l'aide d'une sonde. Avec ses étranges taches blanches autour de sa bouche, ses minuscules dents à l'intérieur et son bec et son corps grossier, il est difficile d'imaginer que cette créature puisse un jour s'envoler. Mais d'après certains amoureux de la nature aux yeux d'aigle, il s'agit en fait de la progéniture d'un pinson gouldien, qui devient très beau en grandissant. Alors qu'est-ce qui se passe avec les étranges bouches d'aliens de leurs poussins? Bien que nous ne puissions pas être certains de la raison de l'existence de ces marques qui provoquent la tropophobie, la théorie la plus probable fait référence à quelque chose d'encore plus effrayant. Les parasites de couvée. En termes simples, un parasite de la couvée est un organisme qui dépend des autres pour élever ses petits. Les espèces d'oiseaux parasites pondent des œufs, qui ressemblent à ceux de leurs hôtes, et les répartissent dans plusieurs nids différents. En conséquence, les deux espèces finissent souvent par évoluer ensemble, les parasites essayant de perfectionner son mimétisme pour se fondre dans la masse le plus harmonieusement possible. Les estrélidés, qui appartiennent à la même famille que les gouldiens, souffrent de parasites de couvée qui portent des marques buccales presque identiques à celles des poussins gouldiens. Cependant, les pinsons gouldiens ne sont pas connus pour souffrir de ces parasites. Cela suggère que les pinsons ont développé les marques en premier et que les parasites ont ensuite évolué pour les imiter. Dans ce cas, il semble que les marques aient pu servir à autre chose, comme aider les parents à localiser la bouche de leurs petits pour les nourrir. Quoi qu'il en soit, il faut applaudir l'engagement des parasites qui se rendent repoussants juste pour obtenir un peu de nourriture. Lorsque vous écrasez une mouche, ce n'est pas du sang que vous voyez. Écraser une mouche est l'une des nombreuses petites victoires de la vie. Nettoyer la vilaine tache rouge laissée derrière n'est pas aussi amusant. Mais sachez que ce n'est pas vraiment du sang. Les insectes ont bien du sang, mais il n'est pas comme le nôtre. En effet, le sang humain contient des globules rouges qui sont chargés d'absorber l'oxygène et de le transporter vers tout le corps. S'ils sont rouges, c'est parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine, une protéine spéciale qui fixe l'oxygène. Le sang des insectes ou hémolymphe, quant à lui, contient divers nutriments, hormones et autres éléments, mais pas d'hémoglobine. Ainsi, au lieu d'être rouge, le sang des insectes est généralement clair. Cependant, il peut parfois contenir des pigments très légers provenant des plantes qu'ils ont mangées, ce qui peut donner à leur sang une teinte jaune ou verdâtre. Alors d'où vient la tache rouge? Pour faire simple, la tache cramoisie que vous voyez lorsque vous écrasez une mouche domestique est en fait le résultat de pigments rouges de ses yeux. D'une certaine manière, l'idée d'essuyer du jus d'yeux rouge vif est encore moins attrayante que du sang. Un coléoptère peut s'échapper du derrière d'une grenouille après avoir été mangé vivant. La vie d'un minuscule insecte est pleine de dangers et être mangé vivant par un prédateur plus grand est une façon assez effrayante de partir. Mais une espèce de coléoptère aquatique a une façon unique de s'échapper à cette mort presque certaine par la porte de derrière. Lorsque Shinji Sugiura de l'université de Kobe au Japon a présenté à la grenouille des temps Pelophylax nigromaculatus, le coléoptère aquatique Regimbartina attenuata, lors d'une série d'expériences en septembre 2019, la grenouille a rapidement avalé le coléoptère tout entier, comme prévu. Mais les choses ont ensuite pris une tournure inattendue. Dans 93% d'une douzaine d'expériences, les coléoptères sont miraculeusement réapparus après avoir glissé hors de l'anus des grenouilles, bien vivants. Sugiura suppose que le coléoptère a développé cette défense contre les grenouilles dans leur habitat marécageux. Bien que les muscles maintiennent généralement les vents anales des grenouilles fermement fermés, ces muscles se relâchent lorsque la grenouille fait ses besoins, ce qui signifie que les coléoptères pourraient d'une certaine manière stimuler le réflexe de défécation des grenouilles pour ouvrir temporairement cette sortie de secours. Une fois avalé, le coléoptère parcourt un chemin sombre, périlleux et sans air à travers l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. De bout en bout, ce voyage a duré au moins 6 minutes, mais dans la plupart des cas, les coléoptères ont émergé entre 1 à 6 heures après avoir été ingérés. Ce passage non conventionnel n'était cependant pas sans inconvénients.
Selon Sugiura, les scarabées triomphants étaient fréquemment empêtrés dans des boulettes fécales, mais ils s'en sont remis assez rapidement. Les fourmis peuvent vider une amande. Les fourmis font partie des travailleurs les plus résistants du règne animal. Ces minuscules insectes peuvent accomplir des exploits incroyables, comme soulever des objets pesant jusqu'à 5000 fois leur propre poids. Au cas où vous auriez besoin de vous rappeler pourquoi il ne faut pas les sous-estimer, regardez cette colonie de fourmis qui a éviscéré une amande pour faire sa propre farine d'amande. Les fourmis sont des charognards naturels redoutables et ont un régime alimentaire incroyablement varié. Comme les humains, ce sont aussi des animaux sophistiqués et sociaux qui ont conçu toute une série de moyens ingénieux pour localiser, récolter, stocker et distribuer leur nourriture dans toute la colonie. Lorsque les fourmis ouvrières trouvent quelque chose à leur goût, elles retournent au nid en laissant une trace chimique des phéromones que d'autres fourmis ouvrières peuvent capter. Ensuite, elles se mettent au travail pour décomposer l'objet à l'aide de leurs pinces acérées avant d'en apporter les morceaux au nid. Les fourmis étant opportunistes, les aliments égarés dans votre maison, comme cette amande jetée, peuvent facilement devenir une invitation. Les noix ne font pas partie de l'alimentation habituelle des fourmis, mais ces insectes entreprenants n'ont certainement eu aucun problème à vider l'amande pour voir ce qu'ils pouvaient en tirer. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles elles ont empilé les parties internes farineuses autour de la coquille de la noix. Les fourmis ont besoin de graisse et d'huile, qu'elles pourraient obtenir en mâchant l'amande et en jetant les parties indésirables. Certaines fourmis sont également assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas ramener au nid des objets susceptibles de moisir, tandis que d'autres espèces, comme Temnothorax, qui s'installent souvent à l'intérieur des glands, peuvent créer de tels amoncellements dans l'espoir d'utiliser le contenu pour faire leur nid. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un incroyable travail d'équipe. Lequel de ces faits incroyables vous a le plus frappé ? Si par hasard vous avez envie d'emmagasiner plus de faits divers, ne vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup d'autres épisodes de cette série que vous pouvez visionner. A très bientôt et merci de nous avoir suivis.